Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la ligne de front. Sûrement, mais surtout efficacement, nos forces armées et de sécurité, appuyées par les forces alliées, continuent le nettoyage des dernières zones de résistance des terroristes, aussi bien à Kidal que dans les cercles situés entre Tombouctou et Gao. Il est demandé alors aux populations de rester vigilantes et de dénoncer tout corps étranger. Pendant ce temps, ici à Bamako, l'armée continue la mise à niveau de ses hommes. Ainsi, l'atelier de formation sur le droit international humanitaire ouvert l'autre jour est à son 3e jour. Nous avons rencontré le sous-lieutenant Yoro Maïga qui participe à cet atelier. Il précise ici les modules qui leur sont enseignés et l'usage qu'ils en feront sur le théâtre des opérations. Le sous-lieutenant Yoro Maïga est interrogé par Alcine Touré. L'importance de cette formation, nous avons pris acte de notre professionnalisme, c'est-à-dire que de l'enjeu dont nous faisons face aujourd'hui, parce que notre pays est en conflit, donc nous devons mettre notre professionnalisme en jeu. Donc on a appris beaucoup de choses qu'on doit réaliser sur le terrain. Entre autres, qu'est-ce que vous avez appris d'hier à aujourd'hui? Et d'hier à aujourd'hui, nous avons appris le code de conduite des forces de sécurité et des forces armées. Et puis on a appris aussi le droit international humanitaire et le droit de l'homme. Que vous avez à avoir devant ce genre de pratique? Ce genre de pratique, si ça devrait avoir lieu, donc nous serons des protecteurs parce que les forces armées et de sécurité, nous sommes la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Donc si ce genre de trucs devrait se produire, nous, on doit protéger les personnes et leurs biens. À Koulikoro, le chef de l'exécutif régional, Alaï Tessougué, était au centre d'instruction Bouakar Sadassi, où le contingent européen chargé de la formation des bataillons du Mali est basé. Le gouverneur leur a souhaité la bienvenue à Koulikoro et leur a offert, au nom des éleveurs de Kangaba, des taureaux. Foussène Tunkara. La tradition malienne nous enseigne le respect des étrangers, d'où le djatgiya, des taureaux pour vous, un geste modeste mais plein de signification et je vous prie d'accepter. C'est en ces termes que le gouverneur Alaï Tessougué a remis cette aide d'encouragement émanant des éleveurs du secteur de Kangaba au profit du contingent européen basé au centre d'instruction Boubacar Sadassi dans le cadre de la formation de l'armée malienne. Quand l'étranger vient chez nous, on lui donne à boire d'abord, c'est de l'eau simple parfois. C'est parfois de la cola, mais on le fait manger également, c'est le plat traditionnel. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour vous remettre ces 2 taurions au nom des éleveurs de Kangaba, mais aussi au nom de toute la population de Koulikoro, qui vous dit, qui vous souhaite la bienvenue ici. Dans son intervention, le porte-parole des formateurs de l'Union européenne s'est dit impressionné par l'hospitalité malienne et affirme se sentir comme étant chez lui. Ce cadeau symbolique qui marque notre arrivée au profit de la population malienne et de l'armée malienne, grâce à l'accueil remarquable du colonel Traoré au sein de son école, et votre accueil aussi, et de toute la population de la région de Koulikoro, qui a été remarquable. Et on a senti à chaque fois que nous sommes sortis beaucoup d'amitié, beaucoup d'enthousiasme, et quelque part on se sent un peu chez nous. Et encore merci pour ce magnifique cadeau. Merci. Il faut souligner que 4 bataillons autonomes seront disponibles à l'issue de cette formation exceptionnelle. À Koulikoro, du côté de Bankoumana, les citoyens s'impliquent désormais dans la sécurisation. Ainsi, sur initiative du syndicat des transporteurs de Bankoumana, aucun passager ne peut emprunter un véhicule sans être au préalable enregistré au registre. Clients et bagages sont identifiés pour la sécurité du corridor. Cette initiative a permis aux agents de douane de la région de mettre la main. Ils avaient déversé 50 kilos de chanvre indien à Bamako. Le directeur régional des douanes de Koulikoro, Nouhoum Sadja Kamara, lance ici un appel à tous les transporteurs à suivre l'exemple de Bankoumana. Il est au micro de Mariam Sagara. Qui sont saisis, généralement le délinquant il nous échappe. Il fuit. On les appelle dans ce cas de figure en rédigeant d'infraction. Mais grâce au concours des transporteurs, du syndicat des transporteurs, qui évolue sur le corridor de Bankoumana, les infracteurs. Ouais. Au niveau de la compagnie des transporteurs, de un registre, une registre.
Et là, chaque passager est enregistré avec son numéro de ticket. Les tickets sont collés au bagage. Quand on prend un bagage suspect, on le fouille, on trouve la drogue du temps, on va accompagner des transporteurs pour connaître c'est X ou Y qui a réalisé. Ça nous fasse. Donc, nous lançons ça. Parce que généralement, le problème des douanes, c'est ça. Quand on vient dans un taxi brousse, c'est difficile qu'on mette la main sur l'infracteur. Pratiquement impossible. Donc, or, la réglementation en la matière, s'il faut l'appliquer au pied de la lettre, elle est très claire. Qu'est-ce qu'elle indique? Que bon, donc toutes les fois que le transporteur ne peut pas indiquer à l'administration des douanes de manière précise l'importateur est derrière de la marchandise, donc le transporteur lui-même, il est présumé être en net le propriétaire. Donc on le saisit, on saisit ce moyen de transport. Bon, donc j'invite l'ensemble des transporteurs en commun, vraiment peut-être à mutualiser l'expérience que nous venons de féliciter sur ceux de Banque Mana, pour que bon, ils n'embarquent pas des passagers avec des bagages sans quand même identifier et le passager et le bagage. Le collectif des élus du Nord poursuit ses missions de sensibilisation. Cette fois, il se trouve en Mauritanie, où il doit rencontrer nos compatriotes réfugiés en Béra. En attendant de se rendre sur le site à 1500 km de Nouakchott, au nord-est, les élus du Mali ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, M. Ould-Boulker. Les élus ont profité de l'occasion pour saluer l'effort des autorités mauritaniennes en faveur de nos compatriotes. Les députés maliens préparent ainsi le retour de nos compatriotes au Bercail. Pour la ligne de front, en route pour Mbera, Hadama Diakité et Mohamed Diarra. Des poignées de main chaleureuses pour donner un nouvel élan à la diplomatie parlementaire. Voici la démarche du collectif des élus du Nord en mission en Mauritanie. Les élus maliens ont saisi cette opportunité pour remercier au nom de l'État malien les autorités mauritaniennes pour leur solidarité dans la résolution de la crise malienne. Le collectif a par la même occasion expliqué au président de l'Assemblée nationale l'objectif de la mission qu'il effectue dans ce pays frère. Les élus maliens doivent rencontrer les réfugiés maliens à Mbera pour leur expliquer le processus de réconciliation en cours au Mali. La démarche est appréciée par l'élu mauritanien. Il faut prêcher la réconciliation, il faut prêcher la paix, il faut prêcher la tranquillité. Les Maliens sont des frères, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, comme ça devrait être le cas de tous les citoyens de tous les pays du monde. De cette audience, il ressort une identité de vue sur la gestion de l'après-crise. Convergence de vue, vision commune, et satisfait de sa vision de la situation du Mali et de la vision même de la position de la Mauritanie face aux problèmes que connaît le Mali aujourd'hui. Nous en sommes très satisfaits et nous pensons, et par rapport à ce qu'il a dit, et sa convergence de vue avec le président de la République mauritanienne, que la Mauritanie ira dans le sens de ce que le Mali souhaite, aller ensemble pour combattre tout ce qui se fait au Mali dans l'intérêt des deux pays. Auparavant, la délégation avait rencontré l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Une série de dons aux forces armées et de sécurité. La commission de réception des dons à l'armée a reçu successivement la semaine dernière des dons, soit 1 million de francs CFA de la famille Kemeso de Konan, 1 million de francs CFA de l'amicale des Diawara du Mali et 3 bœufs d'une valeur de 750 000 francs des vendeurs de bovins de la commune 4 du district de Bamako. Il s'agissait pour les donateurs d'exprimer leur solidarité et leur remerciement à l'armée malienne. Les porte-paroles respectifs des donateurs, Sori Kemeso et Sekna Deteba Kamesoko et Ibrahim Diallo, ont tous présenté des condoléances aux familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur. L'association des femmes déplacées de Gawoy, ici à Bamako, a procédé en début de semaine à la remise officielle de la contribution du gouvernement à leurs destinataires.
Ainsi, une cinquantaine de tonnes de riz, 25 tonnes de sucre et 10 bidons d'huile ont été partagés entre les déplacés des cercles de Gao, Bourem, Ansongo et Menaka. Le commentaire de Abdraman Maïga. 50 tonnes de riz, 25 tonnes de sucre et une dizaine de bidons d'huile. Telle est la composition des denrées alimentaires offertes à certaines femmes de la région de Gao, victimes de la crise au nord du Mali. Un don du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, dont l'objectif est de soulager la souffrance de nos sœurs des communes de Gao, de Bourem, d'Ansongo et de Menaka, résidant à Bamako. Et je crois que ce don a été utilisé en bon escient. De Gao à Bourem, de Gao à Menaka, de Gao à Ansongo. Et les faux noms des femmes déplacées, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les partenaires, toutes les personnes de bonne volonté, qui de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite d'abord de ce don et pour que la paix revienne au Mali. Cette donation est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées et l'association des femmes déplacées de la région de Gao. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités à apporter leur soutien aux populations en détresse. Il y a plusieurs cadres qui sont encore dans les besoins. Ceux qui sont ici présents aujourd'hui quand même en ont bénéficié. Mais si de telles actions pouvaient continuer, ça allait quand même encourager beaucoup les déplacés du Nord. Depuis 12 mois que nous sommes là, on n'a jamais eu un seul grain. Et vraiment, dans ce qu'elle a eu, elle a songé au cadre de la région. Donc vraiment, c'est le lieu de la remercier beaucoup. C'est la toute première fois que moi, en tant que vraiment le représentant des déplacés, des réfugiés et des rapatriés, c'est toute la première fois quand même que j'ai reçu un don vraiment d'un élu. Ça, vraiment, ça m'étouffe. Ça m'amène à un niveau dont je ne pourrais pas vous dire le niveau de degré vraiment de cette joie. En attendant la manifestation d'autres bonnes volontés, la présidente de l'association des femmes déplacées de la région de Gao a salué le gouvernement malien pour cette initiative. Un appui qui, selon elle, permettra sans nul doute de faire bouillir la marmite pendant quelques jours. À Mopti, le CAP vient de recevoir de l'ONG Action Mopti un important lot de fournitures scolaires d'une valeur de 6 millions de francs CFA pour les élèves déplacés du Nord. Aminata Touré. Ils sont au total 400 ménages de la commune rurale de Konna à bénéficier de ce don composé de 40 tonnes de mil, 20 tonnes de riz, 500 litres d'huile, 2 tonnes de sucre, 60 cartons de lait pour un coût de 23 millions de francs CFA. Le don est de l'ONG El Farouk. Depuis le 11 janvier, Konna a connu avec les événements, on a jugé nécessaire que Konna, c'est une ville qui mérite à être aidée. C'est pour arriver aux souffrances des populations. Et pourquoi l'ONG Farouk est là aujourd'hui? Au cours de la distribution, chacune des familles a reçu 100 kg de mil, 50 kg de riz, 2,5 litres d'huile, 5 kg de sucre et 2 sachets de lait. Après les événements douloureux que la ville a connus en janvier, cela ne peut être qu'un ouf de soulagement. On ne s'attendait pas à cette grande quantité-là. On n'a pas assez de mots pour les remercier. Al Farouk a été très sensible à nos souffrances pour venir nous faire cette aide. Nous les remercions très fortement. À noter que l'ONG El Farouk est une ONG humanitaire qui œuvre pour le bien-être des populations. La ligne de front a comme invité ce soir Adama Moussa Touré. Adama Moussa Touré est conseiller à la représentation pays ONU Femmes, une organisation spécialisée des Nations Unies qui participe financièrement à la formation de nos troupes sur le droit international humanitaire. Adama Moussa Touré revient ici sur les raisons de cette formation et sur les actions que mène son organisation. Il est interrogé par Alfseni Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur la ligne de front. Alors, quelle relation entre l'ONU Femmes et l'armée? Ok, merci beaucoup, monsieur Touré. Je voudrais sincèrement vous remercier pour l'invitation et surtout pour tout l'effort que vous faites depuis un certain temps pour informer davantage sur ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous suivons cette émission-là. Par rapport aux relations de partenariat que nous avons avec le gouvernement à travers l'état-major des forces armées de sécurité, il s'agit d'un partenariat qui a commencé un peu avant aujourd'hui l'intervention militaire et qui consistait à renforcer les capacités des soldats sur la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Et c'est vraiment un partenariat qui avait commencé depuis un certain temps, qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de promotion et de protection des droits des personnes.
Il s'agit d'une série d'ateliers que nous avons commencé depuis le mois d'octobre. Et c'est une série d'activités et d'ateliers, de 83 ateliers, et qui ciblent la formation de 4000 soldats. Et les modules qui sont dispensés sont des modules qui portent sur le droit international humanitaire, sur le code de conduite, sur la promotion et la protection des femmes et des enfants, notamment en situation de conflit. Donc c'est véritablement un partenariat sur la promotion des droits humains. Ouais. Et comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Aujourd'hui, vous êtes face à quelques centaines de militaires que vous formez. Et comment ça va atteindre tout le reste des troupes? La stratégie qui avait été développée et qui a dû être réajustée en fonction de l'évolution de la situation, nous avons commencé par former d'abord les formateurs. Donc il y a eu un pool de formateurs qui ont été identifiés au sein des forces armées de sécurité et qui ont été formés sur ces questions-là. Donc ce pool de formateurs va assurer la formation des militaires en salle. Maintenant, chaque militaire déployé, nous parlons de chaque militaire qui a reçu l'information, va faire le relais sous la forme de père éducateur au niveau du front. Donc, va sensibiliser les autres militaires. Donc, c'est davantage la formation pour acquérir les bases, mais aussi c'est de l'information et de la sensibilisation des autres militaires qui sont sur la ligne de front. Mais vous intéressez particulièrement aux femmes. L'ONU Femmes, c'est ça son rôle? Oui, en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, nous avons un groupe cible focus qui constitue les femmes. Mais vous comprenez qu'en travaillant sur les femmes, c'est aussi travailler avec les hommes. Donc ça veut dire certainement que notre focus porte sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, mais ces droits des femmes et des enfants ne peuvent pas se réaliser sans le partenariat avec les hommes, sans les alliances avec les hommes, sans la sensibilisation de l'ensemble de la communauté. Nous disons oui, nous travaillons pour les droits des femmes, mais c'est véritablement les droits de la communauté et de l'ensemble des populations civiles. Nous traversons une crise. Aujourd'hui, quelles sont les actions que votre organisme déploie en direction des régions du Nord en particulier? Depuis le déclenchement de la crise, je crois que depuis avril, avec l'occupation de la région de Gao, nous avons réajusté notre programme parce qu'on n'était pas préparé, il faut le reconnaître. La crise était venue, il fallait réajuster le programme. Nous avons commencé par assister les ONG locales qui étaient déjà dans la région de Gao, sans citer de nom, je donnerai par exemple l'ONG Grefa, pour l'ensemble de l'identification des questions de violation des droits des personnes et toute l'assistance qui pouvait être apportée à ces groupes cibles. Donc nous avons commencé à travailler sur ces régions-là. Nous avons un programme, réajusté le programme pour prendre en charge 4 composantes. Une première composante qu'on appelle l'assistance psychosociale. Parce que vous comprenez que les populations, notamment les femmes, ont été traumatisées. Il fallait tout de suite déployer des psychologues pour faire une assistance. Donc tous les convois humanitaires qui partaient organisés par l'OMS avec les médecins, nous y intégrons des psychologues pour fournir cette assistance. Nous avons aussi une composante qui est le relèvement économique. Parce que vous comprenez des populations qui étaient économiquement actives, notamment les femmes, qui du jour au lendemain se trouvent dans une situation de déplacés. Il fallait très rapidement identifier les besoins, surtout les besoins d'accompagnement financier. Nous avons développé et mis en œuvre à travers d'autres ONG ce qu'on a appelé des projets à impact rapide pour que les gens ne retournent pas dans la mendicité. Nous comprenons l'état d'âme de ces populations du Nord qui ne sont pas des populations dépendantes. Il fallait très rapidement, pour ne pas accroître la vulnérabilité, les donner des activités économiques. Nous avons assisté plus de 2000 femmes en leur donnant des moyens de pouvoir mener des activités économiques. Une autre composante qui était très importante, c'était aussi la préparation des femmes leaders à participer au processus de médiation. Parce que vous comprenez que la crise était là, il y avait les missions de Ouaga qui se préparaient, et quel était le rôle des femmes dans ce processus. Elles sont 7 victimes, mais elles ont aussi un rôle à jouer dans le cadre de la médiation. Nous avons toute une composante de formation des médiatrices. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 200 femmes qui sont aujourd'hui en mesure d'engager dans des processus de médiation. Et nous avons un dernier volet qui concerne la participation politique. Vous comprenez qu'avec la feuille de route, un des éléments de sortie de crise, c'est l'organisation des élections. Nous avons tout un volet aujourd'hui de préparer pour faire en sorte que les femmes participent effectivement au processus électoral en tant qu'électrices, mais aussi en tant qu'élues pour défendre davantage ces questions-là. Monsieur Touré, vous avez parlé tout à l'heure de la vulnérabilité. Vous décelez les cas de vulnérabilité, les cas de viol des femmes et autres, les violences qui sont exercées sur les femmes. Mais contrairement à d'autres organismes qui ont produit des rapports qui accablent l'armée malienne,
Qu'est-ce que vous avez recueilli comme information par rapport à tout cela? Je crois que nous n'avons pas les mêmes rôles. Je crois que les organisations de la société civile sont dans leur rôle. Mais nous, en tant qu'agence des Nations Unies, nous avons un rôle de préparation, d'assistance technique, de prévention et de prise en charge. Ça veut dire qu'il ne sert à rien aujourd'hui de commencer à parler d'exaction sans se dire quel est le niveau de formation et d'information dont les militaires disposent. Et je crois qu'on a agi sur ça. Parce que la guerre aujourd'hui, elle ne se gagne pas simplement sur le terrain. La guerre se gagne dans la conscience. On a la guerre dans les images. On a la guerre à un certain nombre de niveaux. Nous pensons que notre rôle, c'est de former davantage les soldats pour qu'ils deviennent les pionniers en termes de promotion et de protection des droits des femmes. Nous n'avons pas enregistré de cas de violence ou de viol depuis les interventions. Aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui en tant qu'agent des Nations Unies pour nous dire que depuis l'intervention militaire qu'il y a eu des cas de viol. Il y a eu certainement des cas de viol, mais bien antérieurs. Pendant le mois d'avril, il y a eu des cas qui ont été enregistrés et ça, c'était pendant la phase d'occupation. Mais aujourd'hui, depuis ces ateliers qui ont été organisés, depuis notre accompagnement, nous n'avons pas, en tout cas à ce jour, enregistré de cas de viol. Au contraire, ce que nos populations nous disent, c'est que les soldats qui ont reçu l'information, je crois qu'il y a des témoignages qui l'indiquent, ils ont un comportement honorable. Et ça, on peut l'assister à travers le recueil des informations qui nous parviennent, parce que c'est toute une fierté, et je crois que vous l'avez senti au niveau des ateliers, c'est toute une fierté aujourd'hui de comprendre qu'au-delà simplement du fait de combattre, qu'ils ont une mission de pionnier de promotion et de protection des droits des femmes. C'est honorable pour eux et je crois que c'est à ce prix que vous sentez toute la motivation pour eux d'apprendre autre que ce qu'on les enseigne et d'apprendre en plus de ce qu'on les enseigne une autre dimension de la guerre qui consiste à promouvoir et à protéger la population qui ne peut pas faire ça d'elle-même. Ok. Mais quels sont les projets que vous avez en vue en direction des populations de ces régions-là? Nous allons continuer. Je crois que pour travailler toujours davantage sur les questions de promotion et de protection des femmes, nous avons prévu d'installer des lignes vertes au niveau de ces différentes régions, parce que vous comprenez que ces situations ont été créées, il y a eu une période d'instabilité, et la question des violences est une question récurrente. Ça veut dire aujourd'hui, la femme ou la fille qui se sent violentée est à mesure d'appeler une ligne verte, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, pour alerter. Et je crois que nous sommes en train d'accélérer ça. La deuxième initiative que nous avons commencée, c'est qu'aujourd'hui les populations, même s'ils ne sont pas dans une logique de retour massif, ils quand même commencent à créer, à retourner. Et celles qui sont aussi restées dans ces localités, aussi ont commencé à reprendre un peu de leur vie. Donc nous avons initié tout un programme de renforcement des capacités économiques parce qu'on peut parler des droits des femmes, mais ça doit être autour d'une activité économique. Parce que nous avons compris que ces questions de droits sont certes importantes, mais il y a des questions immédiates à résoudre qui concernent la question aujourd'hui de la réduction de la vulnérabilité. Réduire la vulnérabilité, ça veut dire aujourd'hui, si elles sont économiquement actives, elles ne vont pas certainement se mettre dans d'autres activités contraires aux mœurs et aux valeurs. Et donc on a un grand volet de renforcement économique des femmes qui est aujourd'hui mise en œuvre par 2 ONG dans la région de Gao. Nous allons continuer aussi les unités de prise en charge à Gao comme à Menaka. Nous avons aussi mis en place 2 unités de prise en charge, notamment à Mopti et au niveau de Kati. Parce que souvent, on oublie aussi que le soldat, c'est le citoyen. Il y avait des familles de militaires qui étaient dans ces régions-là, qui nécessitent aussi une attention particulière. Et je crois que dans bien des cas, souvent, on oublie cette composante. Et nous avons aussi accentué notre action autour de la prise en charge des femmes et des familles des soldats. La dernière cible à laquelle nous nous intéressons davantage, parce qu'avec la situation d'occupation, on oublie qu'il y avait certaines femmes qui avaient été prises en mariage, il y avait des enfants qui sont issus de ces situations-là. Nous sommes dans un processus d'identification de l'ensemble de cette composante-là, qui quand même sont des populations civiles, auxquelles il faut souvent aussi apporter une assistance, ne serait-ce que de manière à pouvoir apporter toute l'assistance psychologique et médicale que cela nécessite. Nous avons commencé aussi ce travail-là au niveau des différentes régions. Un volet, le volet politique, comme je l'avais dit, nous sommes dans le processus de préparation des élections. Nous avons engagé tout un processus pour apporter une assistance à la fois, et je crois que c'est un élément important, de pouvoir aider les femmes, surtout les femmes déplacées, à pouvoir bénéficier ne serait-ce que de la pièce d'identité. C'est un élément central. Il y en a plein de femmes qui ont quitté ces zones sans apporter les pièces et nous avons engagé un processus pour pouvoir les aider à avoir des pièces d'identité, notamment la carte d'identité nationale. Nous allons continuer des activités de sensibilisation, notamment en accentuant sur la consolidation de la paix.
Parce que vous comprenez que les femmes sont à la fois victimes, mais elles sont aussi des éléments centraux de la pacification. Donc nous agissons là, il y a des caravanes de paix qui sont prévues, et nous avons programmé par rapport à un certain nombre de communes d'installer ce qu'on a appelé les cases de la paix. Le modèle, c'est quoi? C'est que nous avons connu l'arbre à palabre, c'est pas palabre maintenant, vraiment l'arbre à laquelle il faut discuter, l'arbre de la paix, et nous avons, sur la base de ce modèle, décidé de créer, en relation avec les collectivités, de mettre en place des cases de la paix, où les femmes échangent des difficultés qu'elles ont eues, trouvent des solutions et font en sorte que plus jamais un certain nombre de choses ne se répètent encore. Ok. Maintenant, si vous avez un dernier mot en direction de cette même population-là. En direction des populations, je voudrais simplement leur dire que nous sommes là en tant qu'agence des Nations Unies. Nous pouvons faire ce que nous devons faire, mais comme on le dit, je crois que la justice n'est pas rendue simplement par le fait de soi. Je crois qu'il y a un mécanisme institutionnel qui est en place, il y a un état de droit, et que cela nécessite fortement qu'on respecte un peu les mécanismes mis en place. Il y a un mécanisme légal, mais il y a aussi un mécanisme communautaire. Je crois qu'on n'a pas perdu tous nos repères. Et s'il y a quelque chose qui est resté au niveau local, c'est bien les mécanismes locaux. Je crois que ce sont ces mécanismes locaux, y compris les mécanismes juridiques, qui doivent prendre en charge un certain nombre de choses. La justice peut rendre la justice, mais la consolidation de la paix se gagne quand on se parle, quand on se discute, quand on s'accepte. Et je crois que c'est des populations qui se sont acceptées pendant un bon bout de temps, et ce n'est pas aujourd'hui que cela va disparaître. Okay. Merci beaucoup, M. Touré. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention.